Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Hello, hello. Hey, salut Joël. Salut Julien, ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui. Hey, Joël. Quoi? As-tu passé une belle semaine? On dirait que tu me demandes souvent cette question-là. Surtout que c'est une belle façon de commencer un épisode. La plupart du temps, j'ai rien d'intelligent à te dire, mais là, j'ai une semaine un peu spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé que dans mon processus de publication de mon premier roman, Fur et Masala, à paraître en mars 2024, j'ai déposé cette semaine la version finale de mon manuscrit à mon éditeur. Donc, ça fait longtemps que c'est accepté, le projet est là et tout. Je suis en développement avec mon directeur littéraire, après ça, avec des réviseuses linguistiques. Là, c'était le dernier point où je peux accepter et refuser des changements, changer 3 virgules, 2... Fait que ça s'en va vers les presses, puis là, t'as aucun pouvoir sur qu'est-ce qui va suivre. Contrôle. Fait que c'est quand même un moment un peu débossant. Est-ce que tu pratiques le lâcher-prise? Non, j'essaie de pas faire ça. OK? Non, je m'accroche. Ah là 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 là. Je m'accroche. Ça, c'est dur. Non, non il faut que j'apprenne à lâcher prise, surtout sur quelque chose comme ça, parce que c'est super important pour moi. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Tu sais, c'est une histoire qui m'habite d'une façon ou d'une autre depuis que j'ai genre 15 ans, mais qui a évolué, qui a changé, puis qu'à un moment donné, j'ai décidé de la mettre à l'écrit d'une façon très précise quand la pandémie a frappé en 2020. Puis je me suis retrouvé avec pas grand-chose à faire pendant une couple de mois. J'ai fait ça. Et puis là, je tenais quelque chose de différent que j'aimais beaucoup. Puis je suis c'est le fun. Mais tu sais, la version 1 était poche, là. Était vraiment pas, était pas prête. Elle m'a servi à trouver ce que je voulais vraiment raconter. Puis c'est seulement comme 1 an plus tard que j'avais quelque chose qui était un peu plus de chair autour de l'os, un peu plus quelque chose qui me ressemblait. Puis là, le processus, ça fait 4 ans maintenant. Ça va faire 4 ans bientôt. Mais la dernière année, c'était juste du retravail avec mon éditeur. Puis là, un moment donné, c'est comme, le bébé s'en va, là. Tu sais, genre, j'ai vu... Justement, ça doit être en fait, ça doit être comme libéré un peu. Là. On dirait que oui, c'est libérateur d'arriver là, mais en même temps, je me couche le soir, puis je fais comme telle phrase, j'aurais dû changer la préposition. Ouais. Non. Tu comprends? Genre, non, c'était plus l'autre préposition que j'aurais dû utiliser. Ben non, faut pas que tu te tortures avec ça, là. Je pense que c'est inévitable que je passe à travers un petit moment de torture, mais il vient avec beaucoup de... Genre, je suis super content, je suis surexcité, plein de reconnaissance et de gratitude que je sois capable d'arriver là avec mon projet. C'est pas facile se faire publier par une maison d'édition au Québec. C'est comme tout un processus. Fait que j'arrive enfin à ça. Je suis super content, je suis super fier. Fait que genre, on peut-tu accepter? Ah ouais. Mais tu sais, fait que c'est un peu un deal qu'il faut que je fasse avec moi-même. Là. Regarde, ferme ta gueule. T'es arrivé à ça. Sois content d'être arrivé à ça. Puis la préposition, tu vivras avec. Exact. Hey, on a un gros programme aujourd'hui. D'abord, pour ceux qui sont nouveaux à l'émission, là, vous êtes sur choc.ca, puis on parle de démiurgie à Comme du monde. Avec Julien Lefort. Et Joël Martin. OK, on ne s'est pas présenté, on s'est présenté. Oui, c'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir en entrevue le BDiste Jimmy Beaulieu. Oui, quand même, j'ai le goût de dire, comment on peut... Une icône de la BD moderne québécoise. C'est quelqu'un qui a été très, très... qui est important, sa présence dans le paysage culturel de la BD québécoise est comme inévitable de nos jours. Puis dans les 20 dernières années, moi, en tout cas, quand j'ai découvert ce qu'il faisait, ça m'a toujours... c'est venu me chercher. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, son œuvre. Puis
Ça a-tu vraiment un lien avec la démiurgie? Je pense que oui, parce que tout en a un, mais s'il n'y en avait pas eu, je l'aurais forcé parce que je voulais le rencontrer. Ouais. Mais hey, on s'en va écouter ça. OK. Puis après ça, on parle un petit peu du dessin que tu m'as fait pour Gadine. OK, c'est bon. Cool. Salut Jimmy. Salut Julie. Bienvenue à Comme du Monde. Salut Joël aussi. Ouais, tu Ouais, disais ben pas oui, salut, c'est quoi cette histoire-là? Salut Jimmy! On vient comme en père, c'est tout le temps comme ça. T'es éditeur, auteur, illustrateur et critique de BD. Ouais, prof aussi. Puis éditeur, je le suis de manière beaucoup plus désinvolte maintenant. J'ai été éditeur pendant 10 ans vraiment chez Mécanique Générale, mais à ce temps, je fais ça beaucoup plus sporadiquement chez Colosse, donc c'est des petits tirages plus discrets. Des zines, des... Ouais, c'est ça. Donc je me définirais pas comme éditeur, quoique j'ai jamais arrêté d'éditer des livres. Est-ce qu'avec Colosse, t'édites que toi ou il y a d'autres? Que moi et des amis en ce moment. C'est souvent c'est des projets d'amitié. Là. C'est comme ah, j'adore tes dessins, mais fuck off, on fait un fanzine pour Exposine qui s'en vient. Puis c'est ce qui se passe en ce moment. Là. Exposine, c'est dans un mois. Donc, ça vient de se passer peut-être pour nos éditeurs. Oui. Ben, peux-tu nous donner la date exacte? Non. Non, OK. 1er, 2 décembre, on peut recommencer ça. Non, pas besoin. Okay, c'est juste à savoir, les gens qui écoutent le podcast, vous venez de la rater! Ouais, c'est ça. Non, désolé pour ça. Puis, est-ce que je me trompe si je dis que la grande majorité de ton œuvre, c'est soit autobiographique ou soit autofiction ou sinon pas mal tout le temps campé dans notre monde réel? Ben, tu te trompes pas. Je fais beaucoup de fiction, sauf que bien souvent, 5 ans plus tard, je m'aperçois que c'était autobiographique à peine déguisé, mais tu sais, au même titre que Tintin au Tibet est autobiographique. Là, ouais, okay. C'est-à-dire que si tu lis un peu ce que Hergé vivait en psychanalyse à ce moment-là, puis tu lis le bouquin, tu dis ah ouais, ok. T'sais, donc c'est ça, oui, c'est toujours basé sur des choses vécues, mais des fois c'est assez oblique la manière que c'est raconté. Okay, c'est intéressant parce que nous, on se concentre habituellement dans le balado sur la création d'univers imaginaire. Ouais. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a fiction, il y a quand même univers imaginaire, même si ça fait partie, même si c'est Montréal, même si c'est l'île d'Orléans. Ouais. Est-ce que tu penses, mettons qu'on parle juste de l'aspect esthétique, est-ce que dans ce que tu fais, il y a une forme de création d'univers? Est-ce qu'il y a un set de contraintes que tu te donnes, puis que c'est comme des règles? Dans mon monde, moi, c'est graphiquement comme ça que ça se passe. Ben oui, absolument. Ben, en tout cas, avec le dessin, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des choix, parce que dans une histoire, ben, il y a comme un filtre par lequel tu fais passer les choses qui ont l'air de faire partie du même univers. Mais il y a des trucs plus bizarres aussi, comme, tu sais, il y a personne qui fume jamais dans mes bouquins. Ah, OK. Pendant longtemps, je sais pas, c'est parce que j'ai longtemps été asthmatique, la fumée de cigarette m'embête. Fait que la partie autobiographique menait naturellement au fait que dans la scène, quand tu l'avais vécu, personne fumait autour de toi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des trucs comme ça, mais aussi, c'est comme, plus ça va, plus ce que je fais, c'est une espèce de réalité plus 1 aussi, là. C'est pas tout à fait réaliste, c'est un peu magique sur les bords. En tout cas, ça a plus un ton de rêverie de plus en plus, décalé. Fait que oui, ben il faut que l'univers soit tête, tu sais. Puis j'ai des histoires qui sont des histoires de science-fiction avec des zombies, des planètes qui explosent, même si c'est basé sur des choses que j'ai envie de dire ou qui m'obsèdent ou qui sont vraiment très personnelles, ben je les transpose dans un univers un peu crackpot, puis je m'amuse. Donc ça, oui, ça prend... Donc oui, j'y pense, puis il y a des règles à ces univers-là. Des fois, les règles sont assez libres, comme je viens de faire une histoire, c'est comme un pastiche de... Je vois tes séries télé derrière. C'est un pastiche de Miami Vice, donc c'est comme un peu le body cop. Ouais, c'est ça. Puis c'est tiré du premier épisode de Miami Vice quand il y a la tune de Phil Collins. En tout cas, c'est une scène célèbre du premier épisode de Miami Vice. Fait qu'à partir de ça, ben, en tout cas, je tisse tout un truc qui est un peu un commentaire aussi sur le cinéma de Michael Mann, qui est un gars qui fait des polars très réussis, mais il y a toujours des histoires d'amour ratées dans ses films. Enfin, c'est beaucoup plus faible. Puis moi, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai décidé de faire quelque chose que
moi, c'est l'histoire d'amour qui m'intéresse, puis autour, le policier, ben, je m'en fous un peu. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Fait que tu fais une histoire d'amour, puis le backdrop, l'élément Ouais. en arrière, c'est l'histoire policière. C'est ça, alors que Michael Mann, ce qu'on lui reproche, en tout cas ce que je lui reproche, c'est souvent de mettre des histoires d'amour pour rendre ces histoires policières plus intéressantes. Moi, je fais l'inverse. Donc, l'histoire policière, c'est dans mon histoire, c'est juste comme un truc qui se met à très mal aller parce que le gars est complètement obsédé par son histoire d'amour. Ah oui? Ouais. Fait que c'est donc oui, il y a du world building, disons, en excellent français. Nous, on aime fait. utiliser le mot démiurgie. Démiurgie, d'accord. Et souvent, on n'utilise pas le mot démiurgie. Le mot qu'on s'est entendu qu'on allait l'utiliser, on l'utilise pas. Ouais. C'est ça, mais démiurgie, ça fait pas un peu tyran, ça fait pas un peu despote? Oh oui, tout à fait. Ok. C'est pédant. On avait décidé que c'était pédant. On avait dit que c'était Pareil. pédant, d'accord. mais l'aspect despote, je comprends aussi, c'est comme... Aspect despote, c'est un méchant bon nom de bande. Aspect despote. Oui. Mais c'est toi qui décides tout pour tes personnages. Tu es le despote de ton Oui. monde, tu sais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça le sujet de votre podcast. Ouais. Votre Est-ce qu'on balado. t'a dit qu'on avait un podcast? Oui. Mais oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, récemment, t'as fait des choses avec des univers qui sont un peu plus pitchés, un peu plus, tu sais, un peu Ouais. plus disjonctés, un peu moins proches de ta réalité. Fait que c'est sûr que là, t'en as plus de la démiurgie. Oui, mais il y en a vraiment tout le temps, même que ce soit dans le dessin, dans ce que je cadre, dans ce que je montre, puis comme tu dis, que même c'est Montréal ou l'île d'Orléans, ou même dans comédie sentimentale pornographique, ça se passe dans un hôtel fictif sur la Côte-Nord. Tu sais. C'est un peu comme l'hôtel Tadoussac, mais s'il était genre à Mingan. Là, OK. c'est vraiment quasiment au bout, tu sais. Puis évidemment, ça a fait faillite parce qu'il n'y a pas de touristes dans ce coin-là, mais c'est un bel hôtel comme luxueux. Fait que c'est un cinéaste qui fait un film poche pour faire du cash, pour pouvoir s'acheter cet hôtel abandonné. Donc là, ben, il fallait vraiment que je fasse les plans de l'hôtel. Puis le village s'appelle Soto-Barbeau, un village qui n'existe pas. Fait que t'as créé le village, t'as ben, créé l'hôtel. Jusqu'où t'es allé dans la précision d'être collé sur une réalité, comme t'as-tu fait des blueprints, puis t'as fait les plans pour vrai, puis... Ben, j'ai fait les plans, mais à partir d'un certain moment, j'ai vu que toi, dans ce que tu fais, tu le fais en amont, mais moi, je l'ai fait comme les 2/3 du livre étaient faits. Puis là, j'étais, ouais, mais là, si la cuisine est là, puis là, tel personnage passe par là, puis là, il y a le théâtre, en tout cas, la salle de Fallait que théâtre. tu prennes une pause, puis que là, tu Ouais, réfléchisses c'est à... ça. Fait que là, j'ai fait mes plans, puis j'ai essayé de faire. Là, j'ai changé les scènes pour que ça matche, mais au début, je m'en foutais un peu. Mais à partir d'un certain. Donc, je conseillerais quand même de le faire avant. Ben, c'est quand même bien ce que tu fais aussi de le faire en aller-retour. Ouais. Entre, ben là, j'ai une scène qui nécessite que je m'assoie à ma table de travail démiurgique. Puis là, tu fais ça. Puis là, tu reviens, puis là, ta scène est possible dans le cadre que tu y as donné, mais à quoi bon tout faire en amont? Parce que le danger, c'est de juste tout faire de la planification, puis de jamais écrire ton histoire. Ben, Fait que- exactement. Puis ça, moi, ça fait 20 ans que je donne des cours de bande dessinée, puis le monde qui prépare trop leurs trucs, ils le font jamais. Oui, parce faut- que t'es prof aussi. Ouais. Allô? Oui, c'est ça, je fais... Allô? Princesse Yoma qui approche de toi. Princesse Yo-Yoma vient de... Je t'ai dit qu'on ne disait pas le nom de mes chats dans le podcast. Je t'ai demandé l'anonymat pour Ok. mes chats. Je veux dire, princesse... Ouais. Ce chat vient de me rejoindre. Ouais. Mais oui, donc je donne des cours de BD depuis 20 ans, puis c'est vraiment un problème très, très commun, très répandu. Les gens qui préparent trop leurs trucs, qui font tout leur scénario, qui font tout leur découpage, qui font toute leur démiurgie, leur plan démiurgique avant, puis ils travaillent là-dessus pendant 5 ans, puis là, ils font jamais la page 1, c'est bien trop intimidant. Ouais. Fait que je fais comme, faites votre page 1 comme après 2-3 trucs de préparation, puis vous savez que vous allez la recommencer, votre page 1, c'est pas grave, là, vous allez la recommencer 10-15 fois de toute façon. Fait que allez-y, plongez, puis faites de quoi de final assez rapidement, même si vous savez très bien que c'est pas final. Parce que ça devient de l'évitement. Ben, c'est ça, là, parce que ton but, c'est de faire une BD. C'est pas de monter un atlas d'un univers qui n'existe pas. Fait que, à un moment donné, fais-la à la BD. Là. Ben, c'est ça, puis c'est intimidant, puis toi-même, tu te crées de l'anxiété, parce que tu dis comme, ben là, le dessin que je vais faire là, la case que je viens faire là, faut qu'elle soit à la hauteur des 5 ans de démiurgie que je viens de faire, puis de planification, puis tout ça.
Puis il y en a qui marchent comme ça, il y en a qui, peut-être, je veux dire, le monde professionnel, tu sais, en animation, en cinéma, ça marche beaucoup comme ça. Sauf que justement, en bande dessinée, ben, on a le loisir de travailler autrement puis d'être un petit peu plus proche de l'enthousiasme. Parce que c'est le fun, tu sais, construire le monde puis partir sur une chire dans notre imagination. Mais c'est de la job, rendre ça dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis je pense que c'est ça, c'est faire ce job-là, ça devient de plus en plus intimidant quand on... Excusez le chat blanche. Ben oui, on est chercher, moi. Mais... Ouais, dans ce cas... Donc, oui, pardon pour la petite pause. Ben non, mais c'est ça, donc c'est vraiment de la job à... C'est de la job de faire ces pages-là, puis c'est supposé d'être là qui est le fun, tu sais. Le plaisir qu'on devrait avoir principal, ça devrait être quand on fait les dessins finaux qui sont vus par la personne qui achète le livre, tu sais. Pas pendant la préparation, on est censé juste faire, disons, de l'échafaudage, tu sais. On n'est pas censé avoir du fun tant que ça, parce que dans le dessin, si tu t'emmerdes, ça saute aux yeux, ça paraît, tu sais. Donc, je recommande de commencer assez tôt quand vous avez encore du fun, quitte à recommencer 10 fois, ça, on s'en fout, tu sais. Puis vous êtes tout seul, vous n'êtes pas une équipe d'animation, de cinéma, vous êtes tout seul dans votre truc. Profitez-en pour aller droit au but. En tout cas, c'est une option, tu sais. Puis ça paraît quand tu crées puis que tu as du fun, après ça, la personne qui consomme ton œuvre a du fun. Il y a une grosse relation entre l'un et l'autre. Puis si tu crées puis t'es stressé, c'est probablement un bon signe. Ça veut dire que la personne va être stressée. Puis c'était ça que tu voulais aller chercher comme émotion. Si tu crées puis t'es joyeux, ben ça va donner une scène joyeuse. Ouais. Comme... Peut-être pas dans tout, mais dans le genre de choses que je fais, où le dessin est un peu spontané, est un peu vivant, est un peu, tu sais, je travaille très fort pour que ça ait l'air facile à faire, ce que je fais, là. Mais ça paraît, ça saute aux yeux si je me fais chier, puis il y a pas mal de monde qui ressemble à ça, mais qui sont comme pas au courant, parce que, tu sais, la manière qu'on est élevé, qu'on est éduqué, c'est toujours, bon, une espèce de performance, de perfection, mais si tu dessines puis tu essaies toujours d'avoir l'air d'un bon élève, c'est chiant comme la pluie à lire, là. Ouais. Y a-tu des planches des fois que tu t'as livré puis tu te dis ouais, ça paraît que c'était pas ma meilleure parce que j'étais pas dedans, tu sais, j'étais pas heureux quand j'ai fait. Ben de moins en moins parce que j'ai 25 ans de métier. J'ai pas 25 ans, mais j'ai 25 ans de métier. Puis que j'apprends à les spotter, celles qui sont stiff, tendues. Des fois pour des contrats, tu sais, on me demande des choses que j'ai pas nécessairement envie de dessiner, ou alors ils me font changer des trucs puis ça me fait chier. Moi je le vois, ça paraît, mais bon, je suis quand même professionnel puis c'est bien composé, c'est bien foutu tout ça. Mais moi je sens un petit peu de contrariété dans le trait, mais je connais très bien mon trait, mais jamais dans quelque chose que je ferais payer du monde, je publierais une page dans laquelle j'ai pas été. Des fois, c'est pas nécessairement du plaisir puis du fun, mais des fois, c'est de la fièvre, c'est une incarnation, là, t'es dedans, c'est comme un jeu de rôle, là, comme acteur-actrice, là. Ouais. Puis s'il y a pas cette fièvre-là, ben, je demanderais jamais de l'argent pour ça, là. Je reviens un peu en arrière, je reviendrai à tes ateliers, tes enseignements tantôt. Tu as dit que de plus en plus, il y avait un élément magique dans ce que tu faisais, c'était onirique. Ou, est-ce qu'il existe un univers, un petit peu comme il y a pour Marvel, est-ce que quand tu crées quelque chose de nouveau dans ta tête, c'est campé tout dans le même monde, avec toutes les mêmes règles? S'il y a quelque chose de magique pour un, ça l'est pour l'autre. Oui, puis non. Moi, j'ai des personnages qui sont comme des acteurs-actrices qui changent, mais tu sais, à un moment donné, ils sont dans le présent, dans une autre histoire, ils sont avec des zombies, dans une autre histoire, ils sont sur une planète qui explose, puis bon, j'ai un peu... il y a un de ces personnages-là qui est une actrice, donc c'est peut-être des films dans lesquels elle a joué qu'on voit. Mais tu vois, je me donne cette liberté-là mais c'est comme une liberté intradiégétique aussi, de dire comme, ben non, c'est ces personnages-là, c'est Noémie que vous avez vu dans un rôle de composition, que vous retrouvez dans un rôle comme, c'est la même, c'est pas la même, si c'est la même, c'est la même personnalité, tout ça. Donc l'affect que vous avez développé dans ce bouquin-là, vous pouvez le ressortir pour cette histoire-là, pour la lire, pour avoir un petit peu plus
de teneur, de punch. Le personnage est plus incarné, parce que des fois, c'est comme une histoire de 6-8 pages. T'as pas le temps de développer un affect ben avec ce personnage-là. Mais s'il est dans 2-3 autres histoires avant, oui. Mais c'est le même mécanisme que quand on retrouve une comédienne ou un comédien Ouais. d'une série à l'autre ou dans un autre film, puis c'est comme si on développait un attachement. une réponse émotive, Ben ouais. un attachement, mais à la personne, pas au rôle. Là. Ben exactement. Fait que c'est ça, puis ça sert souvent les rôles. Tu sais, Ouais, la ouais. persona de Cary Grant, tu sais, c'était quand même assez cadré. Il y a des acteurs, actrices aujourd'hui qui ont un terrain de jeu plus vaste, moins cadré. Là. Tu sais, Cary Grant qui jouait un méchant dans Hitchcock, c'était comme oh mon Dieu. Oui, c'est spécial. Ouais, c'est ça. On peut pas se Mais poser. juste le personnage de façon canon, comme tu parles de Marvel, ça, c'est une conception très moderne du personnage. Tu regardes des personnages plus folkloriques, plus mythologiques, qui apparaissent puis disparaissent d'histoires qui n'ont pas vraiment de linéarité ensemble ou de temporalité. Puis pour moi, ça me fait penser à ça. T'as un personnage qui est comme un archétype, Ouais. Noémie. Puis tu l'as fait jouer dans plein de tes histoires, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, mais pour moi, c'est elle. Pour moi, je la retrouve aussi parce que, en tout cas, vous avez déjà écrit, vous devez avoir eu cette espèce de deuil-là quand tu termines un bouquin. Puis, ben, tu quittes tes personnages. C'est super dur. Ben, moi, j'aime bien les ressortir. J'aime bien les retrouver. Puis reprendre une bière avec eux autres dans ma tête. Mais c'est ça, mais il existe quand même aussi un truc à la Marvel dans la bande dessinée autobiographique, parce que veux pas, moi j'apparais, ben, mon avatar apparaît dans les livres de Philippe Girard, tu sais, on a fait un voyage en Russie dans son livre Les Ravins, ben, je suis un personnage secondaire, lui c'est un personnage secondaire dans plusieurs de mes bouquins, donc le milieu se croise. C'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, parce que je fais moins de trucs de BD, c'est-à-dire que je vais pas raconter des festivals de BD parce que je l'ai déjà fait pas mal. Ouais. Mais c'est pas impossible qu'on recroise, en tout cas, au moins dans mes carnets, ben, ceux qui sont mes amis, Pascal Girard, Catherine Oslo, Ziviane, que c'est bien possible qu'on les recroise dans mes bouquins à un certain moment. C'est-tu précédé par un coup de fil, ça? Genre, hey, je peux-tu te mettre dans mon... je peux-tu t'illustrer dans mon prochain truc? Ben, c'est une question intéressante parce que ça dépend qui. Le monde de la BD, j'ai toujours utilisé leur nom, puis j'ai jamais vraiment demandé s'ils étaient d'accord parce que c'est toujours assez sympa. C'est du monde qui font la même pratique. Ouais. Puis il y a des comme j'allais dire retour d'ascenseur, c'est pas vraiment ça, mais tu sais, je veux dire, moi j'apparais dans l'histoire d'un tel. Oui. Donc c'est un peu une entente tacite que it's okay, tu sais, entre nous, tu sais. Après, si des membres de ma famille, des ex, des choses comme ça, je vais toujours demander si c'est correct. Puis surtout que c'est ça ce que je fais, c'est l'histoire d'amour, c'est sentimental. Donc, puis des fois c'est masqué, mais c'est pas très long de se rendre compte c'est qui. Il y a quelqu'un qui pourrait se reconnaître. Là. Fait que je demande toujours si c'est correct aux gens pour qui il y a un enjeu, tu sais. Ouais, je change les prénoms, je change les gueules, mais je demande quand même parce que je veux pas que la personne, si je sais pas, on a une rupture, mais on s'entend bien, elle tombe sur le bouquin, puis mon Dieu, c'est mon point de vue de l'histoire, tout ça, c'est comme... Je sais il y a des gens comme Julie Delporte ou Fabrice No qui assument le fait que non, c'est mon histoire, c'est ma version des faits, puis that's it, tu sais. C'est une grosse question quand même. Ouais. Moi, je fais de l'autofiction depuis récemment, là, mais c'est une question qui est constamment dans ma tête parce que là, je vais avoir une première publication bientôt. Ah oui, c'est vrai. Oui, bravo, cet hiver, merci. Mais c'est ça. Fait que là, je me pose la question comme à qui j'appelle, à qui je demande des permissions, pourquoi, est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Puis là, je me rends compte que non, c'est pas pareil pour tout le monde. Non. Tout dépend de ce que je leur fais faire dans la scène. Est-ce que c'est juste leur nom qui est mentionné, est-ce que c'est juste leur nom qui est rapidement mentionné comme ça? Ouais. Ou est-ce que il y a une atteinte à la réputation? Si oui, est-ce que c'est purement fictionnel? Fait que je leur dis, hey, pour vrai, je te fais faire ça dans mon roman, mais ça n'a pas rapport. Ou est-ce que c'est une vraie affaire qui m'est arrivée, puis c'est quelqu'un qui m'a fait du tort pour vrai, puis là, je le mets dans la scène. T'sais, tous ces cas de figure-là, pour moi, sont des situations différentes, puis ils méritent leur propre considération en termes de demander une permission ou non. T'sais. Puis le point de vue légal aussi. Ben, le point de vue légal. Oui, moi, c'est surtout le point de vue de garder des bonnes relations avec le monde.
je fais pas vraiment de règlement de compte, puis les gens sont assez sympas dans mes bouquins. Là. Sauf que des fois, tu t'en rends pas compte. Il y a une fois, il y a un de mes personnages qui, son avatar me parlait au téléphone de mon avatar dans l'histoire. Oui. Puis là, elle disait, je viens de lâcher ma maîtrise, on prend une brosse. Puis là, j'étais comme... Moi, je lui racontais ça parce que je voulais comme donner de la teneur à son personnage, mais elle a vraiment mal pris, tu sais, que je dévoile ça dans une histoire. Puis, ça n'a jamais été publié, tout ça, mais j'ai juste montré. Mais j'ai vraiment fait comme, fuck, mais là, ça va être quoi son enjeu, elle? Pourquoi elle veut prendre une brosse? Alors, juste pour prendre une brosse, mais elle a perdu, disons, du côté tragique de son personnage à cause de ça, tu sais, fait que je trouvais que c'est un sacrifice. À moins l'air de vivre un moment important dans sa vie, puis plus l'air d'avoir des habitudes un peu destructives ou je sais pas quoi. Ça donne autre chose au personnage. C'est ça, pour moi, c'était comme important qu'il y ait une raison, puis qu'il y ait un pathos à cette brosse-là, parce que pour moi, il y en avait un, puis pour elle, il y en avait un, puis c'était le fun, en tout cas. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est mon mariage. C'est-à-dire que dans Le Moral des troupes, ou ça, dans mes premiers bouquins, j'étais marié. Puis, j'étais marié avec une femme que je dépeignais toujours comme s'il était d'accord, puis gentil. Puis j'aurais pas été amoureux de cette femme-là. J'aurais pas été avec cette femme-là pendant 17 ans si elle avait été toujours d'accord, toujours gentille, toujours souriante, toujours... Pourquoi tu la dépeignais comme ça? C'est parce que au début, j'ai mis comme des conflits, des chicanes, puis ça la mettait mal à l'aise. Fait que j'ai dit, bon, OK, je coupe ces pages-là, inquiète-toi pas. Mettons juste, on est en vacances, puis elle veut qu'on décide d'avance qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, je suis comme, on va improviser, c'est pas grave. Puis là, c'est comme ça la fâche que je sois pas comme en train de vivre des vacances comme un architecte. Moi, c'est plus comme un jardinier. Oui. Ça s'applique à ce qu'on disait tout à l'heure sur préparer les histoires ou pas, en tout cas. Architecte ou jardinier, le classique. Ouais, fait que moi, c'est ça. Fait que, mais donc, juste cette espèce de friction-là qu'on avait entre nous deux était super mal à l'aise que je monte ça. Fait que j'ai fini par ne plus en faire, puis et c'est devenu un personnage qui était fade, qui était pas intéressant. Puis moi, j'ai dit, je vais faire de la fiction, comme ça, je vais faire des personnages qui ont des défauts, des autres... Parce que le problème avec l'autobiographie, l'autofiction, c'est que t'as un seul personnage qui peut avoir des défauts, c'est ton avatar. T'sais. Tout le reste, tu les mets sous un bonjour, ils sont plates. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à faire un peu plus de la fiction, à mieux cacher, disons. Mais en tout cas, les personnes dans ma vie, là, je les cache un petit peu mieux maintenant. Mais dès qu'il y a un enjeu ou quoi que ce soit, je demande la permission. Là. Dès que c'est quelqu'un que j'ai un crush dessus, c'est comme ça te tente-tu d'avoir comme une BD ou certes un autre nom, mais je veux dire, tout le monde qui nous connaît va savoir que c'est toi. Ouais. Puis de raconter ça, puis ça, la plupart du temps, les gens sont super contents. Ça m'arrive jamais, à part ces deux exemples-là où ça dépasse une limite. Puis des fois, tu le sais pas. Des fois, tu penses que ça dépasse pas une limite. Moi, c'est comme, non, c'est au contraire, je mets vraiment ce qui est tragique dans ta vie, dans mon histoire. Puis pour moi, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amitié. Mais pour l'autre personne, tu dépasses une limite. C'est une mise à nu un peu. Là. C'est ça. Puis ils sont peut-être pas aussi près que toi, tu sais. Puis à quel point, quelle part de ta création, c'est camoufler une situation que tu identifies qui s'est passée dans ta vie, puis quelle part qui est 100% inventée? C'est drôle parce que les affaires inventées, c'est jamais spectaculaire, c'est ça. C'est souvent, je parlais des fois avec Michel Rabagliati, des fois, ce qu'il va inventer, ça va être pour donner de la structure, pour donner du punch. Puis moi, ce qui va être inventé, ça va être souvent pour... c'est assez bizarre, c'est pour raccorder des affaires aux gens-là. Je mélange deux personnages en un. C'est un peu pour simplifier, pour faire un peu d'élégance aux choses. Mais c'est jamais pour ajouter. Je trouve que la vie, ce qu'elle nous donne, c'est incroyable, c'est intense. Puis des fois, il y a combien d'affaires qui nous arrivent dans une semaine que j'essaierais de raconter ça, puis ça aurait l'air trop tiré par les cheveux, tu sais. Donc, moi, des fois, même, des affaires que je trouve que tu le lis comme ça, puis ça fait trop tiré par les cheveux, fait que je le fais un petit peu plus hasard, un peu. Fait que c'est ça ce que j'invente, c'est beaucoup ce genre d'affaires-là, des digressions, des hasards. Souvent, je raconte mon histoire comme je l'ai vécue,
Puis là, je trouve que ça manque de silence, ça manque de moments d'air, d'oxygène. Puis là, je rajoute des pages où il se passe rien. J'intercale des pages où il se passe rien dans mon bouquin juste avant qu'ils soient envoyés à l'imprimerie. Puis ces pages-là, c'est les meilleures. C'est vraiment les pages qui vieillissent le mieux, tu sais. C'est les temps morts où on a le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer puis d'anticiper ce qui va se passer après. Ouais. On est avec le personnage. C'est ça, mais tu sais, je pense pas à ça en amont. Je raconte mon truc assez efficacement. T'es vraiment comme, il se passe A, B, C, D, E, puis clac, c'est ça qui se passe. Mais c'est ça, c'est comme les films de Miyazaki qu'on a tous vus. C'est juste des temps morts, des fois. T'sais, Totoro, c'est un film de temps mort du début à la fin. Puis on l'adore comme ça. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de motivation des personnages, ou des affaires la même. Il n'y a à peu près pas de ça. Ça veut dire que si on n'a pas ces choses-là, il nous reste quoi? L'atmosphère, le thème. Ouais. Tu sais, les choses les plus vibrantes qui restent. Ben, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand mettons qu'on calque le réel, le rythme n'est pas approprié. C'est trop frénétique. C'est trop... Ben, c'est ça. C'est peut-être trop Hollywood. T'sais. C'est trop blockbuster, la vie, en fait, pour le ton de ce que je raconte. Puis, le ton de ce que je raconte, c'est ça, pour moi, ça peut pas être trop explosif, ça peut pas être trop, tu sais, c'est comme un élastique que ça pète assez facilement avec mon ton, tu sais. Mon ton est plus discret, tu sais, et plus, tu sais, si je parle de la mort d'un personnage ou des choses comme ça, mais je vais vraiment le mentionner comme, tu sais, un petit timbre-poste, ce sera pas comme un gros drame, là, ça va être... Parce que ça fait craquer... Ça fait craquer mon ton. Si je mets un règlement de compte, des choses comme ça, dire, tu sais, il s'est passé un truc avec mes parents, de machin, une dénonciation, de machin, ça fait complètement craquer mon ton. Puis tout le reste autour, on le voit plus, tu sais. Fait que je les enlève, ces machins-là, puis ou alors je les mets d'une manière extrêmement pudique pour qu'on ait accès à ce qui est mon ton, qui est plus du côté de la rêverie, de la contemplation. C'est ça, j'allais dire, c'est très contemplatif ce que tu fais. Fait que c'est sûr que s'il y a quelque chose qui est vraiment... Ça va jurer si c'est super coloré puis pointu, puis ça apparaît... C'est ça, mais ça aussi, c'est l'échelle avec laquelle je pense que je peux agir, tu sais. Mais des trucs sur des veuleries entre deux personnes dans un couple, ou des mensonges, ou des pas assez de tolérance pour les moments de dépression de l'autre, ou des choses comme ça. Ça me semble que ça, je peux agir là-dessus. C'est des choses qui restent quand même lourdes. C'est très lourd. Sur le point de vue de l'individu. Puis, c'est justement très lourd. Mais t'es mieux placé pour en parler, fait que clairement, tu vas avoir une voix plus intéressante à écouter pour en parler, parce qu'on fait comme, ben, c'est du vécu. Fait que automatiquement, tu tombes dans le vrai, tu sais, dans ton vrai à toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est des affaires que, tu sais, c'est justement, tu sais, des petits manques d'empathie, des choses comme ça. Moi, je trouve que, tu sais, à lire des bouquins où on parle de ça, ben, je vais m'améliorer en tant que personne sur des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir, tu sais. Donc, c'est pour ça que je m'attaque à des choses, des choses à cette échelle-là, des choses à échelle plus intime, plus... pour essayer qu'on s'entende tout mieux. Ben, en tant que lecteur, moi j'apprécie aussi les quelques planches vides de texte qui suivent quelque chose qui peut être lourd, qui peut être... puis on dirait que ça te laisse le temps de digérer puis de créer un lien plus fort un peu avec un personnage ou... Ouais, puis comme je disais, ces silences-là, ben, c'est souvent, c'est un autre truc qu'on peut aborder. C'est vous qui pilotez, mais non, c'est toi, vas-y. Ouais, non, mais c'est que la bande dessinée se fait souvent reprocher de montrer au lieu de suggérer, comme la littérature suggère les images, puis la bande dessinée les montre. Puis moi, je suis un peu allé donc chier, parce que nous autres, on suggère l'intériorité des personnages dans ces silences-là, tu sais. On suggère... tu sais, au lieu de dire « Ah, je me sentais si ça », ben, on va dessiner un silence, un regard, un moment où la personne se regarde puis regarde en direction de l'autre personnage. Puis c'est vraiment fécond. C'est un tremplin pour l'imagination que je trouve tout aussi fort que celui de la littérature pour les décors, pour tout ça, tu sais. Puis nos décors, anyway, c'est un peu bête de dire qu'on montre. Le dessin, c'est une interprétation très subjective des choses, puis moi, en tant que dessinateur, puis énormément de dessinateurs, dessinatrices,
travaille ce tremplin-là. On ne travaille pas pour ce qu'on montre, on travaille pour ce que le lecteur ou la lectrice peut en faire. C'est un tremplin. Donc ça se peut-tu que ce commentaire-là, il vise peut-être la BD américaine, où on arrivait à une page où il y avait un gros panneau de texte jumelé à un petit dessin, puis là, ça, c'est juste l'ego de Stan Lee. C'est comme juste la mauvaise BD un peu. Stan Lee, Alan Moore fait ça beaucoup. Alan Moore aussi, mais lui, au moins, c'est bon. Ouais. Au moins, c'est bien écrit. On lui laisse, il peut se le permettre parce qu'il y a quelque chose à dire. Ouais, puis il y a le fun à lire, mais Stan Lee, il faisait juste comme dire « Hey, les lecteurs, checkez bien ça, ce qui s'en vient, tout ça », puis il beurrait ça sur les pages à Jack Kirby. Kirby livrait ses pages sans dialogue, puis Stan Lee, en tout cas. Il coupait tout le travail de Kirby. L'intériorité aussi de Peter Parker, à la place de le voir sur une planche, une réaction ou une illustration qui nous ferait ressentir son état, c'est juste comme je me suis réveillé ce matin, puis j'ai mangé ça, puis je me sentais de même, puis là c'est super. Il fait pas confiance au lecteur. Exact. Aux lectrices. Donc c'est un peu dommage. Blake et Mortimer aussi, c'est comme ça. C'est toujours la case, puis le texte au-dessus, c'est banane, c'est le temps tout même affaire. Tout est dit. Il n'y a aucun non-dit. Voilà. Mais quand on passe une page de silence avec juste des moments, on est dans un lieu, on vit le décor, on vit la physicalité du personnage, je trouve que moi, dans de la BD moderne, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. J'ai un bémol à ça qui est dans ma lecture, on dirait qu'il faut que je sois un lecteur intelligent qui sait vivre ce moment-là parce que le défaut de lecteur devient de passer vite. Quand on devrait pas passer vite, tu sais. Mais je fais comme, je veux l'histoire. Fait que là, c'est beau, cette planche-là est géniale, elle est bien belle. Je vais pas m'attarder à chaque image. Fait que là, tu sais, ça reste que c'est un médium qui joue avec la temporalité parce que tu as accès à plusieurs moments en même temps. Tu sais, tu regardes toute la page, tu peux commencer par le bas puis aller vers le haut si t'as le goût, mais on fait pas ça, là. Mais je peux facilement regarder vite, scanner, plus que lire. Fait que ça, c'est d'apprendre à vivre le temps, puis ça donne une meilleure oui. Je lutte toujours contre la tentation d'écrire « lisez lentement » au début de mes bouquins, là, parce que c'est vraiment juste ralentir la lecture. Ça serait le fun, mais écoute, non, c'est des gens qui vont décider de leur rythme, mais c'est ça, la BD aussi, c'est ce qui prouve à quel point c'est un médium où on travaille beaucoup aussi, parce que moi, j'étais libraire dans une librairie générale avant, puis des fois, il y a du monde qui aimait, mettons, Patrick Modiano, tu sais, comme en littérature. Je leur disais, « Hey, t'as-tu déjà essayé les BD du Pub Berberian? » Puis là, essaye de feuilleter ça, puis ils comprenaient pas. Ils disaient, « Mais qu'est-ce qu'on lit avant? L'image, le texte? » Puis c'est comme... puis Benoît Peters a nommé ces gens-là des aniconettes, c'est-à-dire sont pas capables de lire l'image. Puis je pense que pas mal tout le monde qui travaille dans les organismes de subvention comme la SODEC sont aniconettes aussi, c'est ça. Ils ont vraiment besoin qu'on leur écrive les choses. Ils n'ont pas cette sensibilité-là pour l'image. les producteurs au cinéma aussi, où on dirait qu'il faut toujours tenir par la main... Par le texte, par les scènes d'écriture, alors que des fois, les images ont de quoi dire. Mais c'est pas une sensibilité que tout le monde a, puis c'est bien correct de même, sauf que des fois, c'est étonnant parce que tu dis, non, mais l'image, elle suffit à elle-même. Tel tableau, pourquoi il est célèbre, ça suffit à soi-même. Mais c'est quand même une littératie spécifique, et puis les gens auraient intérêt à la développer, puis vous, BDistes, auriez intérêt pour avoir un plus grand... Mais c'est un médium comme qui s'apprend un peu, là, il faut savoir... Mais c'est comme n'importe quoi, c'est comme les codes du cinéma, c'est juste que tout le monde regarde tout le temps la TV. Fait que là, maintenant, on les connaît, les codes du cinéma. Ouais, puis c'est aussi... c'est du travail. Tu sais, moi, j'ai arrêté de lire pendant un long bout, puis je m'y suis remis cette année, beaucoup plus régulièrement, puis c'est un plaisir incroyable, mais je goûte un petit peu plus que c'est du travail, tu sais. Le cinéma, oui, c'est des codes, puis c'est du travail à lire, mais tu peux ne pas le faire. Alors puis avec la littérature, oui, c'est du travail, bien sûr, sauf qu'il est un peu monocorde, je dis pas monotone, mais en tout cas, il est comme dans un ton. Donc monotone, ok, c'est correct. Mais le travail en bande dessinée, c'est multiple. C'est comme, non seulement il faut que tu interrelies les images, le son, la voix, puis il faut que tu reconstitues ce qu'il y a dans les gouttières, là, donc dans la ligne blanche entre les cases, c'est ta job
reconstituer ça. Le regard du lecteur aussi, d'une page à l'autre. Ben, c'est ça, faut que tu t'investisses, puis faut que tu... Puis, tu sais, ce que tu disais qu'on est un peu libre, en tout cas, de lire, oui, mais mettons, Chris Ware, lui, il dit non, moi, je fais une partition, vous êtes supposé la lire à la lettre. Donc, il y a quand même une job, une sensibilité, puis un investissement. Puis l'affaire, c'est quand tu lis avec... c'est une lecture très active, ça fesse quand ça marche, tu sais. Quand t'as un punch, là, moi, c'est des livres comme... le dernier de Lisa Blumen, à la fin, je pleurais juste à cause de petits trucs de mise en scène extrêmement bien foutus. Là. C'était très fort. Mais c'est ça aussi, quand c'est le propre d'un médium qui est maîtrisé par l'artiste, puis qui est compris, comment vivre ce médium-là par la personne qui consomme l'œuvre. Que si tout est bien fait, c'est là que ça paye, c'est là que t'as la version la plus intéressante en tant que fan, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on peut se permettre de pas genre tout est bien fait, mais en tout cas, il y a quand même des belles gaffes aussi qu'on peut laisser une fragilité, en tout cas surtout dans les choses que je raconte, parce que je pense beaucoup au premier bouquin de Julie Delporte, qu'il y en est plein de ratures, de coups d'exacto, de scotch tape, puis ça fait vraiment partie de l'impact que ça a. Donc, c'est le bienfait, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il peut être mal interprété sur, genre Hergé, Tintin. Oui, absolument. Donc, c'est ça que je voulais juste... Non, tu fais bien de préciser. Y a-tu autre chose que la bande dessinée fait que le cinéma, que le théâtre, que le roman peut pas faire? Si t'avais à défendre la BD. Là, Ben oui, bien des choses. Précisément, j'ai toujours eu du mal à mettre le doigt dessus, puis c'est peut-être ce qui est le fun aussi. Mais il y a vraiment beaucoup c'est ça, des jeux entre les images, dans les images fixes, puis tu sais, que les personnes se recréent l'image fixe un peu dans leur tête. C'est intéressant. Des fois, c'est ça, je connais pas bien le théâtre, sauf que je rapprocherais vraiment plus la BD du théâtre que du cinéma ou de la littérature. Genre théâtre, poésie, un peu la musique, tu sais. Ça, je trouve qu'on est un peu plus dans des rapports à la narration qui ressemblent à ce que je fais. Okay. Plus que la littérature ou le cinéma, c'est plus comme je vais vous raconter une histoire, machin, alors que le théâtre, on est invité à reconstituer. Quand on regarde un décor, mettons, il y a un rectangle, puis ben tantôt ça va être une porte, tantôt ça va être un lit, tantôt ça va... Le spectateur est invité à interpréter ces éléments de décor-là, puis à accepter cet univers-là, puis à reconstituer beaucoup, tu sais, avec des éléments visuels. Donc ça, quand je vois ça au théâtre, je me dis comme, ça c'est ce qu'on fait, ça ressemble à ce qu'on fait. Je sens une complicité avec ça, puis avec de la manière que le dialogue est écrit, qui est à moitié écrit, à moitié artificiel, à moitié naturel, tu sais, cette espèce d'équilibre-là. La poésie, que c'est très ciselé aussi, ça me fait penser à comment j'écris des dialogues, parce que tu peux pas être dans le bavardage en bande dessinée, parce que le rythme marchera pas si tu fais juste bavarder. On parlait d'Alan Moore tout à l'heure, des scénaristes verbeux. Moi, j'ai commencé très verbeux. Plus ça va, plus c'est comme ciselé, parce que... Pèse chaque mot, puis... Oui, puis c'est un respect pour l'écriture, au lieu d'être... moi, de l'écriture, je l'utilise jamais comme pour décrire le divan était gris avec un coussin, machin. Tu sais, je ferais jamais ce genre de description-là. Je le dessine. Fait que, pour moi, ça me rapproche d'un respect terrible pour les mots, parce que si je décide d'écrire quelque chose, parce que je veux l'écrire. Puis ça, je trouve que ça me rapproche plus de la poésie que de la littérature. Tu sais. Quand je lis de la littérature, c'est tout le temps comme... Wow, pourquoi ils disent tout le temps comment les personnages se sentent? On est supposé comme de le deviner, on est supposé de le sentir, il n'y a pas de je me sens comme ça. Voyons. Ouais. Là, c'est quoi la littérature que tu lis, là? Parce qu'il y en a, il y a du bon stock qui se fait, là. Oui, je sais bien. Mais oui, souvent, je suis... cette espèce de fleuve-là, non arrêté de mots, des fois, c'est... Mais t'es limité nécessairement par les phylactères. Ouais. Quand, tu sais, il y a un espace, à un moment donné, que tu pourras pas rentrer
un monologue dans une case de cette façon-là, tu dois, comme tu dis, le ciseler, tu dois le séparer en segments. Fait que clairement, t'es obligé d'aller briser des choses de toute façon, aussi bien les briser avec intelligence, puis dire, ah ben, peut-être que, tu sais quoi, deux phrases qui peuvent juste être sautées, puis on a droit à une case sans dialogue ici. Ça force à une économie, en tout cas. Il y a des gens qui peuvent, je pense à Posy Simmons qui fait des adaptations comme elle a fait Gemma Bovary, qui est une adaptation de Madame Bovary, c'est très verbeux, puis ça marche très bien comme ça. Donc il y a plein de... Toujours, à chaque fois qu'on fait une règle, on peut trouver un contre-exemple. Mais effectivement, c'est payant de bien choisir ses mots quand tu travailles avec un rythme de lecture aussi soutenu. C'est pour ça que je rapproche ça aussi de la musique. Je suis un peu sur la défensive par rapport à la littérature. C'est juste parce que de toute ma carrière, on s'est fait snobber par les littéraires. Puis à un moment donné, on est comme... vous êtes juste ignorants, gang, là. Fait que c'est un peu pour ça que je suis... Tu trouves pas qu'il y a un éveil depuis plusieurs années quand même, mais tu trouves pas qu'il y a un éveil par rapport à ça, d'accepter le roman graphique comme... Oui, absolument. Je suis vieux, là. Donc, j'ai des vieilles blessures de pédanterie des années 90, là. T'sais. Mais effectivement, c'est plus le cas. On s'est taillé une belle place. Les libraires, les bibliothécaires, les journalistes soutiennent ce qu'on fait. Puis, Est-ce que tu sens qu'il y a encore du chemin à faire, par contre? Oh non, c'est correct. Faut quand même rester un peu punk, là. Sinon, c'est plate être super comme admis dans les musées. Faut quand même... Parce que moi, c'est ça... Damn the man! Ben, c'est ça. C'est un peu... Moi, je faisais aussi de la musique électronique dans ma vingtaine. Puis, tu sais, on se disait, tu sais, on prenait de la bière, puis on se disait, hey, t'imagines-tu un monde dans lequel il y aurait du techno comme dans les films, dans les pubs, c'est cool. C'est arrivé, puis c'était vraiment pas cool. C'était plate à mort, c'était détestable. Fait que... C'était bon, Blade. Ben, c'est voilà. J'ai rien dit. Mais tu vois, c'est comme, non, c'était le fun quand c'était notre petit jardin secret aussi. Ouais. Fait que tu vois, l'estime de la BD, ça va beaucoup mieux que tout ce que j'espérais quand j'ai commencé en 2000, tu sais. Quand j'ai commencé à être éditeur puis à faire mes bouquins en 2000, en tout cas, t'avais l'air assez tata quand tu disais que tu faisais de la bande dessinée. Là. Les yeux, c'était comme « Oh God! » avec qui je viens de commencer une conversation, puis la personne se sauvait à tout genre. C'est plus le cas. Ouais. Mais je demande pas tant plus que ça. J'aimerais ça pouvoir m'acheter un chalet. Fait que si je faisais des ventes un peu plus, ce serait cool. Mais au niveau de l'estime, du prestige, tout ça, je sais pas si ça amènerait... tant de bonnes affaires que ça. Tu sais, le cinéma, c'est plus prestigieux, mais c'est aussi, il y a plus d'ego, puis il y a plus de compétition, puis c'est assez dog-eat-dog. En tout cas, oui, c'est... Après le peu que je connais, tu sais. Non, c'est coupe-gorge comme milieu. Un peu plus. Tu sais, je sais pas, je connais au Québec, un peu, mais c'est une plus petite communauté, puis il y a beaucoup d'entraide, mais c'est parce qu'on a droit à une situation vraiment c'est comme exceptionnel que le Québec a sa propre culture puis on est juste 8 millions. Fait que au niveau du cinéma, parce que le reste du monde se bat contre Hollywood tout le temps. C'est ça, puis c'est ça. Alors qu'en BD, franchement, on a un superbe milieu. On est tous tellement contents de se voir. On fait des karaokés. Je sais pas, il y a une fraternité parce qu'on est tous donnés. Il y a personne qui a de quoi à gagner, tu sais. On n'a pas de tapis rouge, on n'a pas de prestige, on n'a pas d'argent. On a juste comme du monde qui lit nos affaires, puis du partage, puis c'est assez fraternel. Mais c'est beau, ça. Ben, moi, je trouve ça magnifique. Puis quand t'enseignes, quand tu fais des ateliers, tu vois c'est quoi un petit peu la relève, t'as le pouls de qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi l'avenir de la BD au Québec? Oh, c'est très radieux. C'est radieux? Ouais, il y a peut-être un retour au plastique en ce moment que je trouve le fun, parce que ça fait 20 ans que je donne des cours, fait que j'ai vu quand même, au début c'était un peu super-héros, après ça c'est devenu manga, après ça c'est devenu comme blog, des autobiographiques blog drôles. Après ça, tout le monde parlait d'anxiété et de dépression, là tout le monde a parlé d'identité de genre. Puis là, on dirait qu'il y a une espèce de shift vers des trucs un peu plus poétiques, puis plastiques, puis graphiques. C'est pas pour me déplaire, c'est le fun. C'est le fun de voir ce qui émerge de ça. Mais il y a toujours de l'humour absurde, de la poésie. Ça, c'est vraiment constant. Ça, c'est le fun que ce soit dans n'importe quel genre. Je trouve que s'il y a
un filon que j'ai toujours remarqué dans la BD québécoise, en tout cas dans montréalais, je ne sais pas trop comment dire, c'est qu'il y a toujours ce rapport-là, peut-être à mélancolie hivernale, mais drôle. Puis ça me plaît beaucoup, puis ça fait juste changer de masque de génération en génération, puis je me sens vieux en disant ça. C'était pas ça le but de ma question. Mais moi, T'avais-tu une dernière question? Ouais, j'ai une dernière question. Vas-y, je sais que notre épisode va sortir, là ça paraît pas, mais il va y avoir de la neige, puis le temps des fêtes va arriver. Serais-tu capable de nous faire un top 3 rapidement? Ben, en bande dessinée récente, disons, les choses que j'ai lues récemment qui sont vraiment le fun, que je recommande à tous les gens qui respirent de l'oxygène. 3 titres de même, je dirais Astronova de Lisa Blumen, je pense. Blumen. Donc Astronova, super bouquin sur la solitude avec des belles couleurs violacées. C'est chez un éditeur qui s'appelle L'Employé du mois. Et c'est ça, j'ai pleuré à la fin. C'est vraiment super touchant. Ok, c'est ça. Oui, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ouais, non. okay. J'espère qu'il est encore récent, frais dans ça? ma... Oh oui, c'est tout récent. Ça vient tout juste de sortir. Okay. Tout juste, c'est peut-être 1 an. Deuxième titre que je recommande, c'est Léna la très seule de Maïté Grandjouan, qui est aussi un bouquin sur la solitude. Je sais pas pourquoi. Qui a aussi des couleurs violacées. C'est des beaux bouquins, mais c'est des livres qui m'ont vraiment fessé dedans. Puis dans le cas de Maïté Grandjouan, ben, c'est très peint. C'est comme, je pense, de l'aquarelle ou de l'acrylique ou un mélange des deux. Fait qu'il y a un côté plastique très fort, mais c'est vraiment une atmosphère. C'est comme une femme qui est dans une maison vide, puis je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut qu'elle règle avec l'électricité, en tout cas parce qu'ils vendent la maison. Puis elle fait juste errer dans cette maison-là tout le long, mais puis elle se souvient un peu de... Tu comprends ses rapports avec sa mère, tout ça, pendant le bouquin, mais... mon Dieu que ça m'a fait cette dedans, ouais. C'est très très fort. C'est parfait pour la dépression saisonnière. Mais c'est ça, tu me donnes des conseils dépression saisonnière. Ben là, si vous me posez des questions à moi, là, ce sera pas trop jolly. Cool. Est-ce que le 3e va être un peu plus... Oui, quand même. Ah, oui. Quand même. Le 3e, c'est Mystère en Saskatchewan de Pascal Girard. OK. Qui c'est un pote, c'est un ami, mais c'est super drôle. C'est le deuxième tome des enquêtes de Rebecca. Donc, il prend sa blonde puis sa fille comme personnage, puis il leur fait faire des enquêtes. Donc, c'est aussi de l'espèce d'autofiction, mais dans l'autre sens. Là. C'est-à-dire qu'il fait des policiers autour de vrais personnages, puis c'est super drôle, puis tendre, puis astucieux, puis c'est vraiment très, très recommandé. Donc, moins déprimant peut-être aussi. Cool. Malgré que c'est la Saskatchewan, fait qu'il y a quand même quelque chose de déprimant qui est inhérent. C'est pas moi qui le dis. C'est pas la province la plus hop la vie. Je sais pas si ça va aller. Mais moi, je passe au travers, puis il n'y a rien d'autre à faire que passer au travers. OK. T'es pas allé dans un restaurant thématique Montréal, il me semble. J'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y avait des restaurants thématiques Montréal. Mais je suis intrigué. Ouais. Tu piques ma curiosité. Il y a ça un peu partout dans le reste du Canada. D'ailleurs, y a-tu un restaurant thématique Saskatoon à Montréal? Ça serait le fun d'y aller. Il y a pas un restaurant qui s'appelle le Manitoba, je sais pas si ça... Je connais pas. Merci, Julien. Merci, Julien Joël. C'était très, 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 très intéressant de t'entendre sortir tes idées, puis comment t'interprètes ça, puis ouais. Je t'ai dit plusieurs traits, donc je suis très content d'entendre ça. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à un balado avec Julien et moi, et on ne te retient pas plus longtemps. Merci à vous deux et au chat de m'avoir reçu avec autant d'égard. C'était de loin mon entrevue préférée à date. Moi aussi, mais toi, tu dis tout le temps ça. Et toi aussi? C'est vrai. Faut croire qu'on a toujours une meilleure entrevue que la fois d'avant. Mais je pense que c'est parce qu'on s'améliore. Oui, mais nos invités aussi s'améliorent. Oui, mais nos invités, c'est du monde différent. On le sait pas si Jimmy s'est amélioré. Ah non, c'est vrai. C'est juste du monde qui sont de mieux en mieux.
Écoute, on va parler de ma création de la semaine. Puis ce que j'aime avec cette création-là, c'est que la première affaire que tu m'as dite, c'est « Ben oui, j'ai regardé tes dessins. J'ai rien compris. » C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Fait que je suis curieux de voir où est-ce qu'on va avec ça. Ben, comme je fais d'habitude, je vais la décrire du mieux que je peux. Tu peux comprendre que j'ai essayé de faire un lien entre l'épisode d'aujourd'hui, entre l'entrevue, pour une fois que j'essaie de faire un lien. Oui, effectivement, puis on en a parlé au dernier épisode, là, que moi, je faisais un lien, puis que c'était difficile pour toi, mais là, tu as réussi à en faire un avec l'entrevue. En fait, c'est que tu as fait une bande dessinée. Ouais. Un strip de 2 pages. La première page, c'est un 4x3. Là. Puis la deuxième page va être une grosse image qui domine une case, puis 3 autres petites cases. Mm-hmm. Puis, dans le fond, on se situe dans une structure qui me semble être un temple. Puis, on voit une personnalité. Pas une personnalité, là, mais... c'est peut-être une personnalité. C'est peut-être une personnalité, mais je veux dire une personne dans un lit alité. Julien et les calembours non volontaires. Non volontaires. Hein. Au moins, je m'en rends compte. Mm-hmm. Et quelqu'un s'en occupe, assis sur une chaise près du lit. Ça semble être deux humanoïdes champignons. C'est ce que je devine à cause des lamelles. Ils ont comme un genre d'excroissance sur la tête. Il y a des lamelles. Fait qu'est-ce que c'est des hommes champignons, des myconides? C'est des fongiens. Fongiens. Ouais. Donc, la personne vient s'en occuper et après ça, s'en va. Pendant l'absence de l'aide-soignant, si je peux l'appeler comme ça, il se met à apparaître autour du temple et dans la chambre de la personne au lit, des sortes de présences menaçantes, noires, là, qui ressemblent à des gribouillis, un peu comme un genre de nuage noir qui apparaît. Et là, on voit que le temple est visité par ce que je pourrais décrire comme étant des démons. Ils ont des cornes, il y en a un qui a des épées à la place des bras. Et notre personnage qui voit ces apparitions-là dans sa maison se lève de son lit puis sort dehors puis est bien surpris de tomber face à face avec ces créatures-là. La première, avec les membres en épée, va y couper la main. Puis la deuxième va comme la téléporter. On ne sait pas trop où, pour laisser juste la main ensanglantée au sol. Dans la deuxième page, on a ce qui ressemble à une relique, un genre de grand masque à l'effigie d'une souris ou d'un rat, là, ou d'un rongeur qui ressemble à une souris. Puis on voit à nouveau le temple, puis à nouveau la personne au lit et la personne qui s'en occupe. Cette fois-ci, la personne qui s'en occupe va déposer le masque sur le visage de la personne au lit. Et ça termine comme ça. Ouais. Écoute... Merci pour ta description. Est-ce que c'est diégétique? Parce qu'à date, tu as toujours fait des textes au tribun, des cartes. Quand je fais mes trucs visuels, je sais pas nécessairement des diégétiques. Dans le sens où la carte de Gadin qu'on a regardée un moment donné, je sais pas si c'est une carte qui existe quelque part, que un cartographe à Gadin a dessiné. Tu sais, j'ai pas pris ce genre de décision-là. Sur mes textes, oui. OK. Mais ça, pour moi, c'est pas nécessairement diégétique. Je vois pas pourquoi les gens dessineraient ça. Par contre, il y a un élément qui est diégétique, c'est que c'est une histoire diégétique. C'est une histoire que les gens se racontent? Ouais. Et donc, ça c'est peut-être notre point de départ, parce que quand tu as dit « je comprends rien », mais je me dis, bon, ben, on va donner des petits indices parce qu'on se bat contre... pour comprendre cette œuvre-là, on se bat contre mon coup de crayon naïf. Bon, fait que, tu sais, je suis pas un BDiste. Alors, je m'adonne à cette pratique le temps d'une création hebdomadaire, mais il y a des trucs que tu as dit, là, on voit ça, puis je fais comme, c'est pas ça. Fait que je peux rectifier tout de suite. Oui, vas-y. Puis te réorienter, puis te laisser après ça en parler. OK. T'as dit temple. Ouais. Maison. Maison, OK. T'as dit aide-soignant. Papa, maman. Papa. Ah, OK. Et t'as dit... Ah, ben c'est peut-être pas un aide-soignant, c'est peut-être juste un bonne nuit, mon amour, puis... Et t'as dit souris, mais je dis furet. Ah, ben oui. Cool. Naïf. Fait que ça, c'est les éléments... Fait que genre, ça se passe dans une maison, c'est un père puis son enfant. Qui C'est un masque borde de son furet. enfant avant le... Il borde son enfant. OK. Exactement.
Fait que peut-être que tu peux extrapoler ou sinon, je vais te donner des clés de lecture, mais ouais. Bon, ben c'est un enfant qui fait un cauchemar. On dirait, ouais. OK? Puis que là, après avoir raconté son cauchemar à son papa a dit, tiens, je vais te faire dormir avec le masque de furet, puis tu feras plus de mauvais rêves. OK. C'est pas ça. OK. Mais c'est cool, on est dans un terrain d'exploration de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ouais. OK, ben il va falloir que tu m'aides avec ça. D'abord. Cool. Alors, ce qu'on a ici, c'est une... dans le fond, je me suis inspiré de ce qu'on a fait dans le dernier épisode. C'est une pratique, c'est une coutume religieuse. OK. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais... Ben, il y a quelque chose de sacré avec le masque. On dirait vraiment une relique ou un... Ouais, là-dessus, t'avais pas tort. OK. C'est... On n'a pas parlé au dernier épisode, mais il y a cette idée de magie apotropaïque. C'est ça, apotropaïque? Ouais. C'est des formes de croyances religieuses, de protection. Tu sais, l'idée d'une amulette, d'un talisman. Ouais. Genre... L'attrapeur de rêve. Ouais. Tous ces trucs-là. Fait que, tu sais, et pour moi, c'est un masque qui te protège. OK. Fait que ce qu'on a à gauche, la première partie de la BD, c'est qu'est-ce qui peut arriver quand t'as pas le masque. Ah. Ensuite, à droite, on présente, mais quand t'as le masque, qu'est-ce qui arrive? Il y a très longtemps, une conversation qu'on a eue, toi et moi, et je pense qu'on l'a coupé au montage, fait que c'est pas dans les auditeurs de Comme du Monde connaissent pas ça. Mais tu avais parlé de bonhomme 7 heures. Ouais. Puis tu avais dit, y a-tu un bonhomme 7 heures à Gadine? Puis j'avais dit, ouais, mais je peux pas en parler pour l'instant. OK. Et voici, je te présente le bonhomme 7 heures de Gadine. Cool. C'est quoi le bonhomme secteur de Gadine? Le bonhomme secteur de Gadine? Ouais, le bonheur setup. C'est pas correct. OK. Ben, il a l'air d'avoir 2 bonhommes secteurs. Ouais. C'est comme une paire de démons cauchemardesques. Là. C'est ça. Il y en a un qui a 3 cornes, il y en a un qui a 2 cornes. Il y en a un qui a des lames à la place des bras, puis l'autre... Il y a des éclairs. Une Genre. espèce d'éclair qui tourne autour. Et puis... Fait que pour moi, c'est une espèce d'histoire qu'on raconte aux enfants fongiens. Fait qu'on est dans la culture fongienne. Et puis, à savoir quelle partie de ça qui existe vraiment, qui est vrai, ou quelle partie qui n'est pas vraie, on peut juste le regarder comme un mythe. Donc, on a un enfant qui se fait dire « Voici ce qui se passe quand tu n'as pas ton masque. Mm-hmm. » Les 2 démons arrivent. Il y en a un qui te chope de partout avec ses lames. L'autre va genre t'effacer de la réalité. On sait pas qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il te téléporte? Est-ce qu'il te désintègre? On sait pas. Mais c'est arrivé à plein d'enfants. C'est arrivé à plein de personnes. En plein milieu de la nuit, il y a des espèces de nuées de suie noire qui apparaissent un peu partout, puis ils se matérialisent en espèces de démons. Puis là, ça t'arrive. Mais c'est une bonne chose on connaît la magie protectrice des masques. Fait que quand tu mets ton masque de furet, ça t'arrive pas. Tu fais des beaux dodos. Fait que ça, c'est le mythe qu'on a ici. C'est-tu quelque chose qu'on raconte aux enfants, puis on donne une puissance à ce masque-là qui, dans le fond, n'est pas réel? C'est vraiment plus pour aider l'enfant à dormir? Ou est-ce que vraiment les fongiens utilisent un masque qui est infusé de magie puis qui protège réellement les gens? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Je sais pas à quel point j'ai le goût de rentrer dans ça. T'sais. Je pense que oui. Je pense qu'on peut aller là. Dans mon univers, ces 2 démons-là existent vraiment. OK. Et les fongiens adultes le savent. Il y en a plein qui en ont vu. Mais c'est un peu un cryptide. Cryptoïde, comment on appelle ça? Genre le Bigfoot. Ouais. C'est ça, un cryptide? En anglais, cryptid, ouais. OK. C'est un peu genre, il y a du monde qui en ont vu. On est pas mal sûr que ça existe. Mais non, il y en a qui disent que non, ça n'existe pas pour vrai. Fait que dans l'univers du peuple champignon, ils vivent dans la forêt, ils ont des villages, ils vivent d'une façon quand même connectée avec la nature, près de la nature. Et puis, il y a ces espèces de démons-là qui habitent dans ces forêts-là, qui les côtoient. Puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, ils vont attaquer du monde. Fait qu'il y a comme un mystère qui tourne autour de ça. Est-ce que les masques protègent pour vrai? Pour moi,
genre, le peuple, eux autres, tout ce qu'ils savent, c'est quand ils mettent les masques, ça les protège. Puis ils se sont bien rendus compte que les masques, s'ils mettent genre, je sais pas, juste une plaque de bois, ça marche pas. S'ils mettent n'importe quoi dans leur face qui est pas clairement un masque, ça marche pas. Puis aussi, ça peut pas être un masque de n'importe quoi, ça doit être un masque d'une de mes autres espèces sentientes. Et ça bifurque l'intention puis le malheur. OK. Fait que l'enfant, quand il met son masque de furet, les démons, ils arrivent, ils font comme OK, c'est pas cet enfant-là qu'il faut qu'on attaque, c'est un furet. Puis ils s'en vont tuer un furet. Fait que cette espèce de magie protectrice-là, Elle fait juste amener le malheur à quelqu'un d'autre. c'est ça fait juste des rebounds, ça s'en va ailleurs dans le monde. OK. Fait qu'il n'y a pas juste les fongiens qui connaissent ces démons-là puis qui en ont peur. Il y a juste les fongiens qui ont des masques. OK. Est-ce que c'est parce que ça fonctionne seulement avec les fongiens ou... Je sais pas. OK. Ben, je veux dire, pour moi, c'est un élément culturel de leur culture à eux puis de leur croyance à eux. Puis c'est un peuple qui est complètement déconnecté de toutes les autres. Dans le fond, la place que j'ai réserve à ce peuple-là dans mon univers, c'est... Ils habitent à des places où les gens voudraient pas aller anyway. Sont comme... C'est pas des animaux. C'est pas du vrai monde. Fait qu'il y a tout plein de stéréotypes, il y a tout plein de... Puis dans le fin fond de la forêt, puis... Fait ils sont déconnectés dans leur façon de vivre. Fait que cette espèce de rituel-là est comme très païen, bizarre Ouais. et méconnu de la civilisation de l'Empire mustélien. Puis, est-ce que je peux m'attendre, mettons que je me promène dans un territoire fongien, est-ce que les adultes, la population générale se promène puis on voit souvent des masques? Ouais. OK. Fait que c'est des artisans, ils fabriquent des masques, ça fait partie de leur culture. Mm-hmm. OK. Il y a un élément que j'ai pas mis là-dedans, mais c'est un bonhomme 7 heures, pas juste pour les enfants. Tu sais, le papa, il met un masque à son enfant, puis il apporte ton masque. Mais pour moi, il s'en va se coucher après, puis il met son propre masque. Ah, OK. Comme pour les enfants, c'est un apprentissage. Tu sais, ça fait partie un peu des rites de passage, etc., d'apprendre ça. Fait que pour moi, la légende, elle est contée à des enfants. Tous les adultes, ils savent. Faut mettre un masque pour dormir, genre. Puis, y a-tu une intention derrière le fait qu'il il se fait couper la main, l'enfant? Est-ce que ça fait partie de la légende de la main? Non. OK. Dans le fond, c'est comme un duo épeurant. Quand j'ai créé ça, ça vient de... c'est vraiment... Je pense que tu le sais déjà. Ouais, moi, je sais d'où ça vient. Ça vient d'un cauchemar que tu as fait quand tu étais enfant. J'ai fait un cauchemar quand j'étais petit. Ouais. Où il y avait deux créatures bizarres de même. Puis ça m'a marqué. J'ai fait, c'est donc bien weird. Fait que là, j'intègre ça là-dedans. Fait que pourquoi il y en a un qui a des lames à la place des mains? Pourquoi l'autre, il y a comme des éclairs qui tournent autour? I don't know, man. Demande à mon subconscient de quand j'avais 6 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que genre le vrai danger qu'on pourrait voir, c'est celui de gauche, il te coupe les mains. Mais en réalité, comme, OK, cool, tu te fais couper un bras, une jambe, ou tu te fais genre transpercer, mais on dirait que dans la pratique, j'ai pas envie que ça soit ça qui est vraiment la vraie terreur. Non, la vraie terreur, c'est que tu disparais et personne ne te retrouve. Là, ouais. C'est ça. C'est genre, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Ça fait comme, tu sais, l'idée dans une société, dans une communauté, l'idée des disparus. Tu sais, cette espèce ce travail-là je pense que je pourrais appeler ça un processus narratif. Ouais. Avoir des disparus dans une communauté. Genre, qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Ils sont partis où? Ouais, ça crée une tension qui est intéressante. Là. Ouais. Fait que je veux jouer avec ça. Je sais pas dans l'ensemble de mon œuvre où est-ce que je vais placer ça ou comment je vais placer ça, mais on sait comment ils disparaissent. Parce que c'est quand même une grosse nouveauté, le fait que tu introduises des démons aussi dans ton monde. Là. Ouais. Puis c'est pas un truc que je veux développer dans n'importe quel sens avec n'importe quoi, mais spécifiquement, ces deux démons-là existent. Est-ce qu'il y a toute une... un bestiaire de démons? Non. Pas pour moi. OK. Il y a ces deux-là, puis il se passe ça. Puis c'est ça le danger. Cool. OK. Mais ma BD, écoute,
c'était une façon de te communiquer ça sans écrire un texte. Ouais, ben c'est super cool. Moi, j'aime ça. Ça met des images, c'est différent. J'espère qu'à l'audio, ça se transmet bien parce que, en tout cas, on peut voir les images sur YouTube. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hey, super entrevue avec Jimmy. Yes. Puis merveilleuse bande dessinée que tu nous as pondue après. Mm-hmm. On se voit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va parler de stéréotypes et de tabous. Un autre épisode léger. Oui, parce qu'on va se faire du fun là-dessus. Là. Ouais. Puis après ça, tu vas nous présenter quoi? J'ai un petit texte, justement, qui parle des tabous, qui parle des interdits dans mon monde. OK, cool. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine Julien. prochaine. Salut. Ciao. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.